Vous êtes toujours là? Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club, le 148e. J'aurais aimé débriefer ma première victoire de la saison, mais malheureusement les Verts et nos Verts en ont décidé autrement. Non contents de m'infliger une défaite à débriefer, ils se sont en plus permis de prendre une sacrée rouste à Brest, où on a pris un sacré coup de tonnerre et on est très loin du coup de foudre que l'été laissait présager. Grâce au mercato estival et de ce fait tout est à refaire, les compteurs sont à zéro, c'est le cas de le dire, la confiance elle n'en est pas loin et en tout cas nous on va essayer de faire tout ce qu'on peut en tant que supporter, c'est-à-dire supporter et puis prier pour que les charrues ne se mettent pas avant les bœufs et qu'on sauve ce qu'il y a à sauver cette saison, mais rassurez-vous, il n'y a que 3 matchs de fait. Et le meilleur reste à venir, en tout cas, on ne pourra pas faire pire. Et quand je parle de meilleurs, parce que les meilleurs, vous savez, au Saint-Étienne Club, les meilleurs, on n'a que ça dans l'équipe. Il y en a un déjà qui, je pense, qui vient de nous voir de temps en temps. Il fait partie de la team du SNC un peu titulaire. C'est mon Pierrot. Comment ça va, Pierrot? Ça pourrait aller mieux. Ah pardon, excuse-moi Pierrot, j'avais coupé ton micro, tu pourrais dire bonjour, excuse-moi. Ah, salut, bon bah oui, ça va, j'espère que je te demandais si toi t'allais également bien. Oui, et les gens m'ont entendu, moi, c'est pour dire que ça pourrait aller mieux. Il y en a un deuxième, au-delà d'être le meilleur dans ce qu'il fait sur le chat, dans tout ce qu'il fait pour le SNC, c'est aussi une personne d'une beauté incroyable, enfin, c'est ce que les gens racontent. C'est Karl, comment ça va Karl? Bonsoir Kevin, bonsoir Pierre, bonsoir notre invité que tu n'as pas encore présenté, donc voilà, et bonsoir le chat sur YouTube et sur Twitch bien sûr. Ravi d'être avec vous, malgré l'ambiance un peu morose qui règne autour du club depuis 3 matchs. Ouais, c'est vrai que le soufflet est vite retombé quand même. Et enfin, notre invité, tu l'as un peu spoilé, si vous êtes observateur sur le visuel, si vous êtes avec nous en live sur Twitch et sur YouTube en ce lundi soir, vous avez déjà vu le nom apparaître. C'est quelqu'un qu'on a déjà reçu, c'est quelqu'un qui est une référence, on le disait un peu en off avant l'émission, une référence en ce qui concerne Saint-Étienne, dans les journaux, dans l'équipe, je ne le présente plus, c'est Bernard Lyons. Comment ça va Bernard? Salut à toutes et à tous, ça va beaucoup mieux que vous, j'ai l'impression que vous êtes tous défaitistes et abattus. Je vous rappelle quand même que l'AS Saint-Étienne est de retour en Ligue 1 et que le club a été enfin vendu. Donc jusqu'ici, tout va bien, réjouissez-vous. Vous retrouvez la Ligue 1 et le club il est vendu avec un milliardaire canadien qui va refaire dans l'AS Saint-Étienne un grand club. Donc tout va bien les amis. C'est vrai, mais t'es là pour amener cette touche d'optimisme. Je veux dire, t'as raison. S'il y a. Non, mais ça c'est. Non, moi je suis factuel. Saint-Étienne était au bord du gouffre au printemps et en 48 heures, de façon absolument miraculeuse, le club est remonté en Ligue 1 et il n'y a pas un qui y croyait lors du barrage de retour à Metz. Et le lendemain, l'officialisation tant attendue depuis pratiquement une décennie du départ de Bernard Cagliasso et de Roland Romeyer a été officialisée, qui plus est un milliardaire canadien qui a des fonds illimités. Donc, si vous voulez, l'avenir, alors l'actualité, on va en discuter, la Saint-Étienne est un peu compliquée, mais l'avenir s'annonce radieux pour les Verts. Tout va bien. T'as raison. Oh les cœurs. Après tout, s'il y a 1 an ou même 6 mois, on nous avait dit tout ça, on aurait peut-être signé. Et dès demain même. Maintenant, tu viens pour parler de Saint-Étienne parce que c'est un peu pour ça qu'on te connaît, en tout cas dans la communauté. Mais tu viens aussi dans ton actu en ce moment. C'est ton premier roman qui sort. Tu as sorti déjà pas mal de livres, mais c'est ton premier roman qui s'appelle Le Dernier Vers. Tu veux nous en toucher 2 mots? Ouais, alors j'ai fait une dizaine de livres sur le football. Et là, oui, je me suis un peu jeté à l'eau. C'est une mise en danger. J'ai publié le 24 mai mon premier roman. Alors, c'est un exercice de style
totalement différents, aux éditions en exergue. Alors, le dernier verre, c'est le titre. Alors, c'est pas un clin d'œil à la Saint-Etienne, je vous rassure tout de suite. C'est un titre qui a été choisi par mon éditeur, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil aussi pour la Saint-Etienne, même si c'est un roman, une fiction. Il n'y a absolument rien à voir avec le football. Bon, il y a une petite incartade avec un des personnages. C'est quatre jeunes qui se retrouvent tous les vendredis soirs dans un bistrot qui s'appelle Les Copains d'abord en Seine-Saint-Denis, qui viennent boire leurs 20 ans. Comme ils vont boire leurs 30 ans et leurs 40 ans, ils sont complètement désabusés, ils n'attendent absolument rien de la vie. Et puis finalement, chacun, à un moment donné, va essayer de donner un sens à sa vie. Et ça finit pas forcément bien pour ceux auxquels on s'attend, et pas forcément mal pour ceux auxquels on s'attend. Voilà. Donc c'est un roman qui est un peu noir, un peu d'actualité, qui sont des tranches de vie. Alors peut-être ne sont pas très très joyeux parce qu'ils ne sont pas supporters des Verts, allez savoir. Peut-être que dans le livre, vous apprendrez qu'un des personnages est supporter des Verts et ça expliquerait peut-être sa propension à boire et pour oublier. peut-être. Alors, les dernières années n'ont pas été joyeuses. Mais en tout cas, nous, on va se pencher parce que je vois que le chat est en ébullition. Merci d'être là en direct. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast, en replay. Mais là, il va falloir parler de ce match parce qu'il y en a des choses à dire. Messieurs, bon, j'affiche les stats pour ceux qui sont devant leur écran. La Saint-Etienne a réussi une performance incroyable qui est non seulement de prendre 4 pions à Brest, mais surtout de ne cadrer aucun tir. Alors allez, je vais dire le mot. Qu'est-ce que toi, Bernard, t'as pensé de cette première humiliation de la saison? Alors, j'aime bien ce que dans le programme on m'a marqué première humiliation, comme si on en attendait des prochaines. Mais qu'est-ce que t'as pensé de cette humiliation déjà pour commencer la saison, on va dire? Non, moi, le premier constat qui m'inquiète un peu pour la Saint-Etienne, c'est que ça va de mal en pire. C'est-à-dire que tant à Monaco, une équipe monégasque qui n'était pas prête, et ça c'est dans la seconde période, t'aurais pu, t'as pas fait mauvaise figure et t'aurais pu arracher un point. Tant contre le Havre, ils n'ont pas été mauvais, les Stéphanois, je les ai trouvés limités techniquement. Mais par contre, à Brest, où j'étais samedi soir, je les ai trouvés à la fois mauvais et nuls. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symptomatique au niveau de l'état d'esprit qui me fait dire que la magie, l'euphorie de la montée, c'est déjà envolé malheureusement, il n'y a même pas les 100 jours. C'est qu'ils prennent 4 buts sur coup de pied arrêté, et ça, c'est question d'état d'esprit, de mentalité. Alors, après, vous pouvez parler de tactique en individuel, en zone, sur les coups de pied arrêtés, ok, pas de problème. Mais quand tu as une phase de jeu arrêtée, la base, c'est déjà de t'imposer dans les duels si tu veux pas prendre de but. Et les Stéphanois, ils en ont pris 4. Ils en avaient déjà pris 2 sur coup de pied arrêté contre le Havre. Et là, il y a quelque chose qui cloche, et qui cloche vraiment. Alors après, chacun aura son analyse. Moi, j'ai mon avis. Mais c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune progression. Et c'est des Verts qui sont en phase totale de régression. Et on va dire les choses comme elles sont au point mort. C'est vrai. Ça, c'est ce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux, Pierre. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'on pouvait pardonner la médiocrité, on pouvait pardonner un match où on passe à travers, mais c'est surtout l'état d'esprit qui chagrine un peu nos supporters. Alors ouais, moi je pense que c'est un peu un mix de tout. Effectivement, l'état d'esprit, on n'a pas vu des mecs conquérants. Après, voilà, l'état d'esprit c'est une chose, mais quand techniquement on est loin de nos adversaires, physiquement, enfin, on a été dominé de la première à la 90e quasiment. Donc quand t'es dominé comme ça, t'es loin du compte. Effectivement, même si tu t'arraches, au bout d'un moment, tu prends un but rapidement. Comme Bernard le disait, effectivement, les 4 buts qu'on prend, c'est sur coup de pied arrêté. Et moi, j'ai vu aucun joueur au niveau. On peut prendre les 11 joueurs. Il y en a peut-être qui se sont un peu sortis du lot, mais pour moi, personne n'a la moyenne. Effectivement, c'est ça qui est inquiétant. Le premier match, on aurait pu effectivement, avec un peu de chance, ramener le nul. Contre le Havre, ça aurait pu tourner en notre faveur. Mais là, on méritait absolument rien. Au bout de 10 minutes, clin d'œil du destin, je sais pas si on dit comme ça, mais Camara qui marque. C'est vrai qu'on Là, a, tu te dis au niveau des qu'avec coïncidences, on a été régalé. Je sais que Karl s'en est voilà, beaucoup amusé sur les réseaux. là, tu te dis que l'après-midi va être longue et t'as aucun espoir et il y a aucun miracle qui se crée. Ouais. Alors, je peux vous poser une question, finalement, je suis là pour répondre aux questions. Bien sûr. Mais je vais vous poser une question. Vous attendiez à quoi en début de saison?
Ah, Vous pensez Plat un vilain ventre Non, mais mou, parce que- un bon, un bon Parce ventre que mou. si tu fais, non, mais, si tu fais, non mais je parle sur le début de la saison, à partir du mois de septembre où il y a des renforts qui sont arrivés. Il y a quand même un constat qui est très facile à faire et qui est incontestable. En début de saison de l'année dernière, Saint-Étienne avait une équipe. Moi, j'avais pronostiqué, j'étais sur un malentendu. Si tout se passe vraiment bien, tu peux peut-être accrocher les barrages dans les 5-6. Voilà. Après, ce qui a changé, c'est le mercato d'hiver, le retour de Masson qui a permis de stabiliser l'équipe et surtout les apports de Mboukou et d'Ivan Cardona. Okay, il n'en reste pas moins qu'à la fin de la saison, tu es monté en Ligue 1 en ayant perdu 11 matchs sur 38 de Ligue 2. Pour rapport, et pour petit rappel, le Havre, il y a 2 ans, était monté en ayant perdu 3 matchs, et notamment en fin de saison. Une équipe comme Metz était montée Caen en perdant 6 matchs. Tu en as perdu 11. Donc tu redébutes cette saison sans un bon coup, sans Cardona. Ça veut dire que tu as une équipe qui est de niveau top 5, top 8 de Ligue 2. De Ligue 2. Donc, au coup d'envoi de cette saison, tu n'as absolument aucune possibilité, aucune perspective de te maintenir. Je suis désolé de dire. Donc, moi, à Monaco, je pensais qu'ils allaient en prendre 3. Avant le match, j'ai croisé pas mal de supporters qui disaient alors, Bernard, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je n'osais pas trop le dire. Mais je dis, je vois pas comment ils peuvent battre le Havre. Et ce n'est que le Havre. Et c'est ton championnat. Parce que c'est important de battre des équipes comme le Havre. Et à Brest, j'y suis allé, mais je ne me faisais aucune illusion. Et absolument aucune illusion. Le foot, c'est comme dans la vie, c'est quand même très rationnel. C'est vrai. Oui, mais Bernard, enfin, tu parles des 11 ou 12 défaites de l'année dernière, mais le problème, c'est que cette année, on est dans une Ligue 1 à 34, on est de retour dans une Ligue 1 à 34 journées, pardon, à 18 clubs. 3 défaites, une différence de -7 de goal average, c'est quand même déjà important, surtout quand on prend 2 contre le Havre, effectivement, ou t'en prends 2 contre le Havre, oui, 2 contre le Havre. Enfin, je veux dire, là le trou est pas encore fait parce qu'il y a des équipes qui pêchent un peu, Montpellier, Angers notamment, mais ça commence à faire quand même beaucoup, déjà -7 en différence de but, non? Ben non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui moi, me surprend un peu, et ce qui confirme un peu ce que j'avais écrit, ce que je pensais, c'est qu'en fait, les nouveaux dirigeants de la AS Saint-Étienne, alors je vais dire les Canadiens, parce qu'on va synthétiser, on va pas dire le Britannique, l'Anglais, etc. On va dire les Canadiens entre guillemets. Je pense qu'ils n'avaient pas anticipé la possibilité que la AS Saint-Étienne remonte en Ligue 1. Voilà. Et que ça, c'est très surprenant. Je ne leur jette pas la pierre, je ne les condamne pas, c'est juste un constat. Bon. C'est-à-dire qu'ils étaient partis sur un prospect, un business plan, avec une enveloppe budgétaire, avec un recrutement. Et le recrutement, il est bon, mais ce sont des prospects, ce sont des joueurs, Ben Holt, par exemple, tout droit. Je dis tout droit parce qu'il faudra qu'il apprenne quand même à jouer avec les autres. Avec ces joueurs-là, Bocaillé et quelques autres, c'est une équipe avec laquelle tu remontes en Ligue 1. Est-ce que ces jeunes-là, en prenant que des joueurs de moins de 25 ans, vous avez remarqué que tous les joueurs ont signé 4 plus 1, 4 ans plus 1, pareil pour Nadé, pareil pour Moefet, c'est-à-dire qu'on fait du trading, on fait du prospect, on se dit on va monter, on va les bonifier, on va les vendre. Et j'ai l'impression que nos dirigeants, nos nouveaux dirigeants à Saint-Étienne n'ont pas pris vraiment conscience de la difficulté de la Ligue 1, de la rapidité, comme tu viens de le dire, effectivement, d'un championnat qui se joue sur 34 matchs, et de se dire, on va commencer à notre championnat à partir de la 4e journée, c'est-à-dire à la clôture du marché des transferts. Effectivement, c'est un risque, c'est un gros risque qu'ils ont pris. Et aujourd'hui, force est de constater que leur premier risque et leur premier pari, il est perdant. Parce que, comme tu viens de le rappeler, 0,7 buts encaissés, aucun marqué, tu te mets un sacré handicap. Et c'est ça qui me surprend beaucoup de la part de la nouvelle direction stéphanoise. Et on sent tout ce que tu dis, Bernard, on sent que ça, les faits que tu indiques, on sent que ça agace le coach. Parce que le coach, lui, il a demandé des renforts d'expérience. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir Mathieu Hudol, des joueurs un peu Bien sûr. rompus à la Ligue 1 comme Cardona. Et c'est exactement ça. On sent que, excusez-moi du terme, mais on sent qu'il est saoulé, Dalloglio. Et voilà, il aurait peut-être aimé avoir ces quelques jeunes à fort potentiel, euh, aussi avec des mecs d'expérience. Et quand le 30 août, on lui amène un numéro 6 qui a 21 ou 22 ans,
et un numéro 9 qui a 19 ans et qui a une saison en carrière. Voilà, là, je pense qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, mais parce que Olivier Dalloglio, c'est un joueur de Ligue 1 déjà. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le football professionnel et qui a entraîné plusieurs clubs en Ligue 1. Et il sait très bien que la Ligue 1, c'est pas un sport d'enfant. C'est un sport qui est pratiqué par les adultes à un niveau d'adulte. Et que chaque fois que les dirigeants sont partis dans des prospects en faisant jouer des gamins de 20 ans, 21 ans et qui n'ont pas d'expérience en Ligue 1, tous ces clubs-là se sont cassés la figure. Voilà. Et que Olivier Dalloglio, il a demandé des joueurs expérimentés et qu'effectivement, il aurait fallu prendre un joueur costaud par ligne et compléter autour. Il y a... Avant de continuer là-dessus, Pierre, je voudrais voir le chat parce que le chat ça s'allume depuis tout à l'heure et il y a énormément de messages et pour pas que Karl soit noyé. Est-ce que Karl, tu peux nous faire un point sur tout ce qui vient d'être abordé depuis tout à l'heure? Je vais le résumer assez rapidement, mais il y a Olivier Dalloglio qui en prend quand même pour son grade, notamment vis-à-vis du match d'hier. Alors, d'un côté, le choix de Marwan Nzouzi au Havre, notamment à la place de Beres Ouzou. Mais surtout la composition de samedi contre Brest, avec notamment le choix Abdelhamid ou le choix Fomba. Donc il en prend pas mal pour son grade. Sinon, il y en a évidemment, il y a quand même encore évidemment de l'optimisme et de l'espoir avec la nouvelle direction, etc. Le mercato fait un peu jaser. Il y a quand même des doutes sur certaines recrues. J'en ai parlé d'Abdelhamid. Stassin, on attend de voir parce qu'effectivement, il est encore hyper jeune et peu connu. Est-ce que Nadé sur ce match il aurait été mieux que Abdelhamid? Ça c'est Magic Fan 41 qui nous dit ça. Enfin évidemment du coup ça remet en cause un peu les choix, etc. Donc dans le chat les torts sont assez partagés et je pense que c'est un peu le sentiment de tout le monde en fait. Ouais. Et Pierre, je vais te redonner la main parce que tu voulais dire quelque chose. Je vais aussi alimenter ça. Il y a un peu un contre-exemple, on va dire. Il y a eu un faux pas ce week-end, mais il y a un contre-exemple avec une équipe très très jeune qui elle est plutôt convaincante depuis le début de saison, c'est Strasbourg. Comme quoi c'est possible de bien jouer au football avec des taux de prospects. Vas-y Bernard. Non, mais parce que c'est Strasbourg, déjà vous regardez la somme des investissements, c'est pas du tout les mêmes. Ah ben c'est pas les mêmes montants. C'est sûr. Saint-Étienne a investi 23 millions d'euros et Strasbourg de mémoire, vous me corrigerez si je dis une bêtise, c'est 3 fois plus. Donc déjà c'est pas le même niveau de joueur à âge égal. Et deuxièmement, on en rediscutera en fin de saison, mais Strasbourg c'est un jeu extrêmement énergivore. Ils sont capables de faire des trucs formidables pendant 20-30 minutes. J'attends de voir sur la saison. Pierrot? Non, moi, on a un peu changé de sujet, mais moi j'aimerais savoir pourquoi on nous a vendu donc le trio Gazidis, Fanny, Rosenfeld comme des mecs connaissant très bien le foot, on pouvait être serein. Voilà, et à la fin du premier mercato, alors on va pas tirer de conclusion hâtive, mais à la fin du premier mercato, on s'aperçoit qu'ils sont potentiellement plantés, qu'ils ont pris que des jeunes et qu'ils auraient dû prendre des mecs expérimentés. Le seul mec expérimenté qu'ils ont pris, c'est Abdelhamid, mais il est peut-être même un peu trop expérimenté. Donc ma question, et je peux le demander à Bernard, c'est pourquoi on nous a vendu des mecs à la pointe et finalement on va attendre un peu encore une fois, mais pour l'instant on a beaucoup de doutes sur ce mercato. Alors juste une petite précision, hein. Abdelhamid, c'est pas le choix des Canadiens. Okay. C'est un choix qui a été voulu et imposé par Olivier Dalloglio, on va dire au dos pour les feignants, parce qu'il voulait un joueur extrêmement expérimenté. Il en voulait plusieurs par poste, par ligne, pardon. Les autres, c'est des prospects qui ont été imposés par la direction. Alors, je vais peut-être me répéter, c'est de ma vieillerie, mais je maintiens ce que j'ai dit. Je pense qu'ils étaient partis sur un business plan et sur de prospects de joueurs de Ligue 2 et qu'ils n'avaient pas percuté et ils n'ont pas percuté. Et c'est ça qui me surprend beaucoup. Je ne les condamne pas, je ne les accuse pas d'incompétence, c'est pas du tout. Mais je me dis, ils ont quand même eu, entre le moment où tu gagnes, tu montes en Ligue 1 à Metz officiellement et le moment où le championnat redémarre, tu as quand même 2 mois. Donc tu peux, avec la data de Jason Rosenfeld, tu peux redispatcher, reformater et aller chercher d'autres joueurs. Et ce qui m'a énormément surpris, pour être tout à fait clair avec vous,
c'est que quand tu es capable d'aller prendre un David Ashvili qui a 0 match en Ligue 1, qui a effectivement fait de bonnes choses, parfois en Ligue 2, mais qui n'a jamais joué en Ligue 2, qui n'est pas titulaire dans une sélection majeure, et qui n'est même pas titulaire avec la Géorgie, et tu mets 6 millions d'euros dessus, alors que tu sais que dans 3 semaines, il sera libre. Et donc, tu peux l'acheter pour 0. Donc, moi, quand j'ai vu qu'ils avaient mis 6 millions d'euros sur un tel joueur, je me suis dit, ça veut dire qu'ils vont aller chercher des joueurs aguerris de Ligue 1 à 15-20 millions d'euros. Ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'ils ont investi 2, 5, 3 millions d'euros sur des joueurs en développement. Et ça, c'est très étonnant. Effectivement, je vous rejoins. Je suppose que tout le monde est un peu surpris, un peu déçu. Maintenant, je demande à voir. Ouais, parce que Stassin, qui était, je connais un peu le championnat belge, il y a 3-4 ans, c'était annoncé comme un des plus grands espoirs du football belge, d'Anderlecht. Ça s'est mal passé pour lui, il est parti à Western Occitan. On va voir ce que ça va donner. Ekwo, qui n'a pas une grande expérience, on va voir ce que ça va donner. Voilà. J'attends quand même, et le calendrier il est malheureusement pas vraiment bien taillé pour Saint-Etienne, parce que Lille, Nice, tout ça, c'est des matchs compliqués, mais de voir avec l'équipe type, c'est-à-dire avec les 9 recrues, ce que ça peut donner. Voilà. Et là, on pourra juger Dalloglio. Et je m'inscris en faux, et ça me rend fou qu'aujourd'hui, on remette en cause Dalloglio, parce que je le rappelle, sur les 9 joueurs, il y en a 8, ce ne sont pas les siens, et qu'il a hérité d'une équipe qui était habitée pour finir dans le top 5, top 8 de Ligue 2. C'est la réalité. Les Verts n'ont absolument pas survolé la Ligue 2, comme l'ont fait les Havrais il y a 2 ans, comme l'avait fait Metz à son époque, comme l'avait fait Toulouse il y a 3 ans. Au Auxerre l'an dernier. Au Auxerre, ils avaient pu surfer sur cette dynamique-là, avec une ossature d'équipe, avec un public qui avait été amené pendant toute la saison. À Saint-Etienne, je crois que Guichard s'est enflammé qu'à partir du printemps. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, quoi. C'est sûr. Il faut pas brûler en 3 matchs ce qu'on a osé miser, sans jeu de mots, au printemps. Parce que franchement, tous les supporters qui nous écoutent, il y en a un qui me dit à Noël, les Verts vont remonter en Ligue 1. Ben, franchement, chapeau. Et même au mois de mars, c'était quand même plus que compliqué. Souvenez-vous, quand ils vont perdre à Dunkerque, tu te dis c'est foutu. Et même quand ils vont perdre à Rouen, tu te dis passeront jamais par les barrages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut analyser la situation d'aujourd'hui avec les faiblesses récurrentes de la SS depuis 2 ans, quoi. Donc le constat il est sec. D'accord avec vous? 0 points, moins 0 but marqué, c'est dur. Karl, vas-y. On parle des recrues, mais Dalloglio, il n'a pas été aidé non plus par les pépins physiques. Je pense à Mouefek. C'est ça. Voilà, la préparation, elle a été. J'ai l'impression qu'elle a quand même été pas mal tronquée. Il y a eu qui d'autre qui était blessé? Bon, il est parti, mais il y a eu Bentaïg, il y a eu plusieurs joueurs blessés. Et c'est vrai que pendant les matchs amicaux, j'ai l'impression qu'il n'a pas pu avoir les équipes qui souhaitait. Et voilà, il a pris du retard. Et normalement, un promu, ça doit arriver le couteau entre les dents. Et on s'est présenté à Monaco avec une paire de latéraux qui étaient totalement. Enfin, qui ne connaissaient pas le haut niveau, même pas la Ligue 2. Et ça a été un gros problème. Et voilà, on le paye aujourd'hui. Donc, à voir avec les nouvelles recrues et notamment Mouefek qui va revenir. Peut-être ça fera du bien. Oui, parce que c'est un très bon exemple. En fait, si vous relisez les déclarations de Dalloglio, il savait qu'à Monaco, tu aurais Masson de suspendu. Il n'a pas arrêté de dire il me faut un latéral. Parce que Petro s'est fait opérer, Bentaïg était parti au plus des avions, c'est pas le cas. Et qu'il savait très bien qu'il allait manquer de latéraux pour ce match-là. Et qu'il y a un match, et je trouve que c'est une chance de jouer contre des grosses équipes d'entrée, parce que ces équipes-là ne sont pas prêtes. Ouais, d'accord. Et il l'a dit quand même au dos. Il n'a pas arrêté de le dire. Et en fait, il n'a pas été écouté. Parce que si tu arrives au premier match à Monaco et le deuxième contre le Havre, avec une ossature d'équipe à peu près constituée, avec à peu près ton de départ, c'est pas du tout la même musique. C'est pas du tout la même musique. Bah, tu prends des points, mais ça change tout quand tu prends des points. Vous savez que généralement, regardez, les prémus qu'ils font, ils font une grosse préparation physique. Ils essayent de garder l'ossature de la TMP, de cette dynamique-là, et ils essaient de se renforcer par un ou deux mecs.
pour faire des bons départs. Je ne veux pas vous sortir des placards, des Lorient, etc. Mais en fait, ça te permet de continuer à te propulser sur la dynamique de la montée. Ça te permet d'engranger la confiance, de créer et d'entretenir une osmose avec les supporters. Et après, ça s'essouffle. Et après, comme on l'a vu l'année dernière, ça a été compliqué. Ils ont failli descendre, mais ils s'en sont tirés sur la fête, etc. Et à Saint-Etienne, ils ont fait exactement l'inverse. C'est-à-dire tous les gens qui avaient la dynamique, qui sont des artisans de la montée, je pense à Briançon, Tardieu, Monconduit, Boutoirie, etc., mis de côté. Les mecs, ils devaient les remplacer, ils les ont pas remplacés tardivement. Et les mecs qu'ils auraient dû remercier et faire sortir, il n'y en a aucun qui est sorti. Il n'y en a absolument ça, aucun. Ça, c'est encore un point, ça, ouais, le dégraissage. C'est un énorme problème. Le dégraissage, il est néant. Là. Ah, mais moi, je veux dire, aujourd'hui, s'il y a bien Stéphano à la place duquel je ne voudrais pas être, c'est à la place d'Olivier Dalloglio. Parce que là, aujourd'hui, le club, il a communiqué sur le prêt de Bentaïg et la sortie de 2 jeunes. Mais enfin, il faut quand même pas prendre pour des cons, ça, c'est de la com. Parce que la vérité, c'est que Dalloglio, il va se retrouver à l'entraînement avec 28 joueurs de champ sans compter des jeunes. Dans les 28, je ne compte même pas des jeunes comme Hotman. Mais comment vous faites? Je suis qu'à moitié d'accord parce que je suis qu'à moitié d'accord parce que on est. Alors au milieu de terrain, je suis d'accord. Il y a un gros surnombre. Il y a peut-être deux joueurs en trop. Mais sinon, sur les postes offensifs et en défense, les postes sont doublés, mais c'est tout. Enfin, c'est bien. Attends, excuse-moi. Il y a 2 millions pour moi. Non, mais d'accord, mais attends, excuse-moi. T'as 34 matchs de championnat, t'as plus la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire que maintenant, on fait des années, il faut aussi que vous ayez conscience de ça, on fait plus des années à minima 40, 42, 43 matchs. Un club comme Saint-Etienne, à 34, 35 matchs. Ouais. C'est beaucoup, une fois par semaine. Tu ne vas pas te retrouver, comme à l'époque de la Ligue Europa, à jouer tous les 3 jours. Ça veut dire quoi? Tu vas te retrouver avec 28 professionnels joueurs de temps, pas les gardiens. Ça veut dire que va faire des mises en place, va faire des entraînements, machin. Tu as des mecs qui ne vont pas jouer pendant 4 mois. Tu me parles de Briançon. Après, si on enlève les jeunes, on est plutôt à 24, 25. Donc je suis d'accord, c'est trop. Mais il y en a quoi? Il y en a deux en trop. Et on sait bien que les blessures à la SSE, c'est un problème récurrent. Et je me rappelle de Batles qui voulait toujours des effectifs réduits à 20 joueurs, 21 joueurs. On voyait vite qu'à Saint-Etienne, c'était avoir simplement 21 joueurs, c'était compliqué parce que tout le monde se pétait les uns après les autres. De toute façon, t'as qui va sortir? T'as Petro, t'as Briançon, t'as Moconduit. Petro, il a annoncé sur le départ, je sais pas si Petro, Bouchoirie. Ouais, Bouchoirie aussi. Petro, c'était. Ce qui se murmure, c'est que c'est quasi fait. Karl, tu vas peut-être parce que je vais te redonner la main si tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Tu vas parler du chat et puis tu vas peut-être nous dire, Petro, c'est tombé l'info cet après-midi comme quoi il partirait en Belgique, c'est ça? Oui, c'est exactement Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge, qui a révélé la piste Saint-Tron pour Léo Petro sous la forme d'un transfert gratuit, donc avec un pourcentage à la revente. Il expliquait que tout n'était pas totalement ficelé, mais que ça s'approchait bien et qu'il y avait un autre club qui était venu au renseignement, mais que ça n'allait pas forcément se faire. Donc oui, Petro est plutôt sur le départ, oui, et c'est un peu inattendu. Enfin, je veux dire, personne ne l'avait vu venir, je crois. Bernard t'en avait pas parlé, nous non plus. Enfin, personne n'en avait vraiment parlé. On avait Monconduit, Bouchoirie, Briançon sur le départ, mais Petro, d'autant plus qu'avec le départ de Bentaïg, maintenant, on n'aurait plus que 3 latéraux de métier, quoi. C'est vrai. Ouais, mais alors, je n'en ai pas parlé, je vais vous expliquer pourquoi. On rembobine un peu, excusez-moi, mais il faut toujours avoir un peu de raison gardée et un peu de mémoire pour comprendre les situations actuelles. Bon. Quand tu finis la saison, tu montes à Metz. Je pense que chacun d'entre vous s'est posé la question. Qui a le niveau pour jouer en Ligue 1 sur les 11? Oui. Toubin Sika, Larsonneur et Mouefek qui a prolongé. Titulaire, Mouefek, qui n'est jamais blessé? La saison dernière, est-ce que tu pars en Ligue 1 avec Mouefek titulaire? Bien sûr. Moi, j'adore ce joueur. Mais est-ce que tu peux calculer dans ton 11 de départ à coup sûr de mettre... c'est un poste que tu as obligé de doubler, quoi. Non, mais je vous parle sur les 11 qui sont montés. Okay, allez, on peut même monter à 15. Tu comptes 3-4 remplaçants. Qui a le niveau
intrinsèquement pour jouer en Ligue 1. Non, ça peut pas être tout. Larsonneur, Batoubin Sika, et voilà, on peut se poser la question sur D'accord. Masson, peut-être, je sais pas, puisqu'il est titulaire, Bah non. mais oui, Je pense pas. Mais... c'est très peu. Bon, donc Bah. du coup, c'est pas 9 joueurs qu'il fallait prendre, c'était 12 ou 13. On est d'accord. On peut voir ça. Oui, c'est Ah ben oui. mathématiquement ça se tient. Donc, ce que les supporters, je comprends en fait, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, des transferts, une campagne de recrutement, ça se juge à l'aune de deux choses. Les renforts, ce qui intéresse principalement les gens, mais aussi les sorties. Parce que quand tu fais sortir des joueurs, tu peux en faire rentrer d'autres parce que tu allèges la masse salariale, parce que tu fais rentrer de l'argent, des liquidités, etc. Bon, là, le truc c'est assez. Là, pour le coup, c'est un reproche que je fais aux nouveaux dirigeants. Ils n'ont absolument pas travaillé les sorties. Et il n'y a aucun joueur qui est sorti, à part Cissé, etc. Bon, donc du coup, ils se retrouvent coincés. Parce qu'à un moment, tu ne peux pas empiler, tu ne peux pas passer à 40 joueurs non plus dans un effectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et cet été, tu as vendu pour combien de joueurs? 0. Tu as vendu pour 0 euros. Et tu as recruté pour 23 millions d'euros. Donc à un moment, avec la baisse des droits télé, avec tout ça, je pense que les nouveaux dirigeants, les Canadiens, ils se sont dit on ne va pas monter à 40-50 millions d'euros, ce qui n'était pas prévu. Et que tu aurais pu faire la balance et d'avoir un effectif plus conséquent et plus costaud si tu avais mieux travaillé tes sorties. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi je n'ai pas parlé de Petro? Parce que pour moi, ça me paraît évident que tous ces joueurs-là, à part, je suis d'accord avec vous, Larsonneur, on en rediscutera, mais ok. Batoubin Siga, c'est le Bayal Sal du 21e siècle. S'il a un joueur du niveau de Loïc Perrin, parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout, parce que je ne suis pas convaincu que tu as aussi Nadé et Batoubin Siga. Je parle des deux, je ne parle pas des joueurs individuellement. Tu as intérêt quand même à avoir devant eux, et c'est pour ça qu'on verra avec les gros, quelqu'un, une sentinelle, qui a une qualité technique pour ressortir les ballons de haut niveau. Sinon, tu es mort. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais. Tout ça, c'est un puzzle en fait. Le recrutement, c'est un puzzle. Donc tu peux pas rajouter des pièces et tu n'en enlèves pas. Tu n'en as pas enlevé, tu n'en as pas assez rajouté. Et les pièces, elles disent pas qu'elles sont défectueuses, mais c'est compliqué. Tu pars de très loin, très loin. Quoi. Après, le problème qui se posait aussi, c'est que ces joueurs qu'on a cités, enfin, il y a certains joueurs, je pense peut-être à Monconduit, Tardieu éventuellement, et certains autres, ils ont peut-être des salaires un peu plus élevés que ce qu'ils doivent avoir. Donc c'est sûr que c'est compliqué de les faire partir, je pense. T'as raison. Et tout bien le truc. C'est tous ces joueurs qui sont arrivés quand le club était par terre, après le barrage perdu contre Auxerre, pour les faire venir. Ils ont craché effectivement entre des salaires en Ligue 2 qui sont surréalistes pour des joueurs de ce niveau-là entre 40 et 60 000 euros par mois, brut. Mais aussi, ils ont mis une clause dans leur contrat. Ouais, la prime de montée. C'est-à-dire que, un an, non, il y a des primes, mais il y a un an de plus. C'est-à-dire que tous ces joueurs-là qui sont montés, Larsonneur y compris, et c'est pour ça que je vous parlais de business plan tout à l'heure, pour être très clair avec vous, sur les Canadiens, c'est qu'ils avaient tablé sur une remontée au mois de juin 2025. À ce moment-là, toute la génération des Tardieu, des Conduit, Bouchoirie et tout, arrivaient tous en fin de contrat, ou presque. D'accord? Là, non seulement ils se retrouvent en fin de contrat, mais du fait de la montée, ça a activé automatiquement une clause de prolongation, et donc ils ne se retrouvent plus avec un an de contrat, mais 2. Donc tu ne peux pas les sortir. Et la seule moyen de les sortir, c'est de payer. Et ça, c'est pas américain ou canadien. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on a pas été voir ce qu'en pense le chat. Karl, je vais te redonner la main, puis après on a beaucoup parlé de mercato, donc on va quand même reparler un petit peu du match, même si ça mériterait pas qu'on en parle autant. Karl, vas-y. Oui, mais en fait, dans le chat, je vais la faire très court parce que ça va vraiment dans tous les sens. Évidemment, il y a beaucoup de choses, on réagit à tout, vous dites, etc. Mais dans le chat, il y en a quand même beaucoup qui parlent de la question de l'avenir de Dalloglio et la dissonance qui est assez visible et assez audible en tout cas entre le discours des dirigeants et le discours de Dalloglio, notamment après Brest, où en gros, on comprend au final indirectement qu'il n'a pas été forcément concerté pour les départs ou pour les arrivées et qu'en fait il subit un peu tout ça, mis à part Abdelhamid, et c'est ce que tu disais Bernard, c'est-à-dire que maintenant Dalloglio il fait l'effectif qu'on lui a donné, il n'a pas été satisfait sur l'expérience dont il voulait pour cet effectif. Là, qu'est-ce que ça va donner dans 1, 2 ou 3 matchs pour la prochaine trêve internationale si ça se passe pas aussi bien que les dirigeants l'espèrent, avec un calendrier qui s'annonce hyper compliqué quand même, encore une fois. Oui, c'est vrai. Mais vous le savez tous. Si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse.
parce que je vais parler des reconductions automatiques de contrat en cas de montée. Ça englobait Dalloglio. Dalloglio qui était en fin de contrat, en cas de montée, il avait une année automatique à plus. Ce qu'il a actionné et ce qu'il a. Moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que si Dalloglio avait été en fin de contrat, il ne serait pas resté à la tête de Saint-Etienne, même si il a fait remonter les Verts en Ligue 1. Ça, je pense que tout le monde l'a compris, ça. Ouais, Donc, à un moment, il faut se poser les bonnes questions. C'est que, OK, tout est de la faute de Dalloglio. OK, virez Dalloglio, vous mettez qui? Non, mais moi, c'est parce que je te dis, Bernard, je te dis juste que, en l'occurrence, si les dirigeants ne faisaient pas autant confiance que ça au Dalloglio et s'il n'avait pas eu une année supplémentaire dans son contrat en option, il ne l'aurait pas gardé. Mais alors pourquoi, au final, il le garderait pour, au final, au bout de 3, 4, 5 ou 6 matchs, le mettre à pied et avoir perdu justement 5, 6 ou 7 matchs au lieu de prendre un entraîneur nouveau, repartir sur le nouveau projet de zéro avec des joueurs et un coach en phase, en fait. C'est ça, en fait. C'est très mal élevé ce que je vais faire, mais je vais vous répondre à la question par une question. Ils ont viré qui à Saint-Etienne, les Canadiens? Personne. Ah, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Personne, pour l'instant, effectivement. On est d'accord. Il n'y a pas un mec, Triumvirat compris, qui est parti, on est d'accord. Oui, mais ça, à la limite, tu peux cacher la poussière sous le tapis en nommant d'autres personnes à des postes, ce qui est le cas en réalité, en nommant d'autres personnes, Rosenfeld, Famille, etc., qui sont là et qui prennent plus de responsabilités. Dalloglio, c'est le coach, c'est celui qui prend la lumière et qui est au centre du projet sportif aussi. C'est un peu différent, non? Je pense pas qu'ils soient au cœur du projet sportif. C'est justement ça le problème. Je pense que pour l'instant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est quand tu signes que des contrats de 4 ans plus 1, avec des joueurs de moins de 25 ans, une exception, Abdelhamid pour faire plaisir au coach, et ça explique notamment pourquoi Cardona n'est pas revenu à la Saint-Etienne, 27 ans, gros salaire, et tu n'as pas la possibilité de faire signer 4 ans plus 1, tu es parti dans une logique de trading, clairement, de développement de jeunes, et pour mieux les revendre derrière. Pour l'instant, le projet à la Saint-Etienne, c'est ça. Et c'est un peu surprenant. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils n'ont pas mesuré, les Canadiens, la difficulté de la Ligue 1. La Ligue 1, c'est un sport d'adultes, c'est un sport extrêmement exigeant physiquement, et que si les mecs, ils n'ont pas le coffre, ils n'ont pas un minimum de bouteilles, ils explosent tout en cours de route. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé sur les premiers matchs. Maintenant, ayant raison gardée, on va voir ce qui va se passer, parce que moi, je leur fais entièrement confiance. Le petit Stassin, l'attaquant belge, si ça se trouve, il va être très très fort. Egbo, au milieu, il va rééquilibrer l'équipe dans le 4-3-3 de Dalloglio, et ça va le faire. Ça va peut-être le faire. Après, le problème, c'est qu'à la trêve internationale, Stassin, je crois qu'il est reparti avec les espoirs belges. Non. Finalement, ouais, il a convenu de rester à Saint-Etienne. Bon, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Parce que à Brest, quand j'étais samedi, après le match, il m'expliquait qu'il allait repartir. J'ai dit putain, si c'est ça, alors ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas le temps de s'intégrer, etc. On va voir ce que ça va donner. Ils sont partis dans cette logique-là. On va pas, au bout de 3 matchs, leur jeter l'opprobre en disant qu'ils sont complètement plantés. Non, mais Bernard, moi ce qui m'inquiète, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, on va jouer Lille et Nice. Ouais. Donc, bon, on n'est pas devin, mais moi, je m'attends pas à grand-chose sur ces 2 matchs. Donc, si tu as 0 ou 1 point après 5 matchs, que tu as une équipe de jeunes qui joue devant un Geoffroy Guichard, par exemple, qui commence à être un peu impatient, je pense qu'on sera vite dans une situation qui peut mal tourner. Et c'est là où les mecs d'expérience auraient servi, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour faire une petite confidence, j'ai discuté avec le nouveau Triumvirat avant le match contre le Havre. On était reçus dans les salons où il faisait une espèce de brainstorming, de conférence de presse quand n'était pas une, etc., pour nous expliquer l'avancée de leur projet, ce qu'ils voulaient faire. Et Ivan Gazidis, pour qui j'ai le plus grand respect, expliquait qu'en fait, on s'en fichait un peu des 3 premiers matchs, parce que les équipes n'étaient pas constituées, les effectifs non plus, et que c'était important. Et le lendemain de la défaite contre l'Havre, j'ai écrit dans le journal d'équipe que j'étais pas vraiment d'accord avec cette vision-là,
parce que tu risquais de te retrouver avec un 0 pointé au bout de 3 matchs et de te retrouver artificiellement en grande difficulté au classement. Et effectivement, en termes de dynamique d'équipe, mais surtout de club, c'est-à-dire avec des supporters, etc., etc. Et malheureusement, c'est ce qui se passe, quoi. Et ça, je ne vous cache pas, je suis très surpris. Parce que ce sont des gens qui ont une énorme expérience. Et je ne pensais pas qu'ils raisonneraient comme ça. Ils ont raisonné comme ça. Bon, ben voilà, c'est un constat. C'est un raisonnement qui n'a pas porté ses fruits. Ouais. Pour parler de Odo, il y a un truc qui a fait réagir aussi, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, en tout cas je vous ai pas entendu en parler les gars. C'est sa petite déclate après-match, alors j'ai vu un peu une petite volée de bois là quand suite à la déclat. Pierre, toi t'en as pensé quoi de cette déclat où il y en a qui ont jugé qui tirait un petit peu celle où il tire à balles réelles un petit peu sur les joueurs, sur la direction. J'ai écouté la conf et oui, j'ai senti un Dalloglio qui est Petite tension. ouais, qui est tendu parce que il a l'air, comme je disais tout à l'heure, il a l'air saoulé du mercato. Il voulait ses mecs avec de la bouteille. Et il voit que ça prend pas, il voit qu'il vient de perdre 4-0 à Brest. Donc ouais, c'est pas le Dalloglio qui l'an dernier maîtrisait parfaitement. Je dis pas qu'il maîtrise pas sa com, mais ouais, il est pas serein, il est pas bien et ça se sent. Je pense qu'il est frustré de ne pas avoir l'équipe qu'il veut. Je pense qu'il voulait Cardona à tout prix. Et quand il voit que Cardona il part à l'Espagnol Barcelone en prêt, se dire qu'il aurait pu largement l'avoir. Bon, le salaire était peut-être un peu élevé, mais ouais, il est saoulé, quoi. Je prends ce terme, mais voilà, il vient de perdre 4-0. Après, il a sa part de responsabilité aussi, tu penses, non? Bah moi, je trouve que son. Alors, moi, j'aime bien Dalloglio, hein, que j'ai pas envie de lui taper dessus gratuitement. Si on monte, c'est vraiment grâce à lui, en priorité, je pense. Euh, mais je pense que son schéma tactique, mettre Fomba avec Amougou au milieu de terrain, c'est pas aider Amougou. Et Fomba, j'avais vu le match de la réserve 5 jours avant ou 6 jours avant. Même en réserve, il avait été catastrophique. Donc pour moi, c'était vraiment une mauvaise idée de mettre Fomba. J'aurais été lui, j'aurais mis 3 milieux de terrain resserrés. Voilà, et là, pour moi, la composition a pêché. Et mettre Aiki, le jeune Aiki, qui a déjà aussi enfin, qui est pas flamboyant en CFA2. C'était pas une super compo pour moi non plus, Ouais. mais bon. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de cette compo, de la déclat d'après-match de Dalloglio. Bernard, toi, il y a quand même des gens qui ont crié, allez, je vais dire le mot, moi j'y crois pas à 5 minutes, mais il y a des gens qui ont crié un peu à l'auto-sabotage, quoi. Pierre Lisset, Aiki, Fomba, qui sont des choix plus que discutables. Tu sens qu'il essayait quand même de faire passer un message avec cette compo ou... Non, je pense que... alors, moi, je fais toujours très attention. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui après le match parce que c'était un peu rapide, mais de savoir le pourquoi du comment. Parce qu'il y a un élément clé que vous abordez pas, c'est Davitashvili. Ouais. C'est-à-dire que quand même, tu as ton leader technique, tu as ton leader classique. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ses prestations face à Monaco et au Havre. C'est-à-dire c'est le joueur qui doit te faire basculer les matchs. Il les a pas fait basculer du bon côté. Donc à un moment, il s'est posé la question. Je ne vais pas parler à la place de Dalloglio, j'ai le droit de parler à la place des gens. Je pense qu'il a dû se dire, il faut que j'essaye quelque chose d'autre pour relancer au moins offensivement dans la maîtrise du ballon. L'équipe. Et donc, il a repositionné, c'est pour ça qu'il a mis Fomba, il a repositionné Davitashvili en 10 et en soutien de Sissoko. Mais si vous voulez, autour, c'est quand même le désert. C'est vrai que le petit Aiki, il a été très en difficulté. Mais enfin, Sissoko, techniquement, c'est quand même très compliqué pour lui de jouer en Ligue 1. Et Davitashvili, il m'a perdu des ballons. Mais c'est quelque chose de dingue. Pour un joueur de ce prétendu niveau technique, c'est quand même assez hallucinant. Alors après, Fomba, on n'attend pas des lumières non plus. Il aurait mis à la place Tardieu. Moins fait qu'il n'a pas 90 minutes dans les... Beaucoup ont cité Mouton qui a fait une prépa plus que convenable. Moi, j'aurais mis un milieu à 3.
en blindant un peu avec Mouton, Tardieu, faute de mieux, et Amougou. Alors ça Et fait donc, beaucoup de jeunesse, mais non, mais pourquoi pas? Mais alors, tu laisses Davitashvili sur un côté, où il est ouais. fantomatique depuis 2 matchs. Bah oui, mais dans l'axe, c'était guère mieux. Faute de mieux. Ah ben oui, mais ça, vous dites ça après. Mais quand tu es entraîneur, tu te poses des questions avant. Tu te dis, bon, ça ne fonctionne pas avec David Tachvili, la relation technique avec Sissoko, elle n'est pas très bonne. Cafaro, bon, c'est un moyen plus, mais ça ne va pas. Donc à un moment, tu essaies de créer quelque chose d'un point de vue tactique, de recréer ou de créer une animation offensive, et tu changes de positionnement des joueurs. Et c'est pour ça qu'il a mis David. Après, j'en discuterai avec lui, et encore une fois, je ne veux pas parler à sa place, mais il a essayé de créer autre chose. Force est de constater, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas marché. Oui. Mais ça ne jamais un entraîneur d'essayer. Vous voyez Bernard, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux juste te dire, c'est que il change à la 60e, mais il aurait peut-être pu changer un petit peu avant, en voyant que, voilà, moi, à la mi-temps, je m'attendais à minimum un changement, et sur le coup, Ah ouais, j'ai c'est pas vrai. compris. Ah ouais. j'ai- Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, j'étais dans le stade, et quand j'ai vu, j'ai dit, bon, à 2-0, bon, ça va, on sort encore pas trop mal. Je pensais effectivement qu'il allait changer, il allait changer quelque chose. Ouais, ouais. Et ouais. Mais, Mais non. Mais non, il mais en a non. décidé autrement. Karl, un petit peu de chat et puis voilà, après tu nous dis ce qui s'en raconte. Oui, alors dans le chat, du coup, ça parle évidemment des choix de composition. Ça rebondit sur Fomba, effectivement, en nous disant qu'il n'était pas titulaire et il jouait même plus en Ligue 2 la saison, en fin de saison passée. Ça interroge quand même qu'il joue en Ligue 1. Il y en a d'autres qui pointent son match avec la réserve le week-end précédent qui était très indigent, pour pas dire pire. Et ça interroge sur la bonne semaine qu'il aurait fait à l'entraînement après pour pousser Dalloglio à le titulariser. Il y a Joss Randall qui rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les contrats prolongés automatiquement, etc. Et en disant il faudra encore un an pour pour purger les tuyaux. Euh, euh, il y a Magic Fan qui s'interroge. C'est en vrai la bonne question à poser, c'est qui va-t-on chercher comme coach si Dalloglio se fait licencier. Leila qui s'interroge sur les tensions qui pourraient exister dans le vestiaire entre les joueurs mis à l'écart et les joueurs arrivés. Il y a Goose Greux qui nous dit que la com d'avant-match de Dalloglio est également catastrophique et elle lui fait penser à celle de Laurent Batles fut un temps. Et puis sinon, il y a le choix d'Eiki aussi qui interroge. Quand j'ai vu Fomba et Eki, j'ai commencé à boire l'apéro pour pas pleurer. C'est les Boulas qui disent ça. D'accord avec Le match était à 17h quand même, donc faites gaffe les gars, faites pas les fous. Hein. Sinon, il y a Justin qui nous dit d'accord avec Bernard sur David Ashvili. Pour l'instant, pas dans le coup. J'aimerais par contre bien voir Ben Holt sur un côté pour les prochains matchs lorsqu'il sera de retour de blessure. Et puis enfin, il y a des questions qui se posent depuis le début de la soirée, au début de l'émission, sur un sujet dont on n'a pas forcément parlé directement, mais c'est sur justement, t'en parlais Bernard, en me posant la question sur qui a été viré cet été au club, je t'ai répondu personne, et il y a Joe 42 qui se demandait que font encore Jean-François Soucas et Loïc Perrin au club, ils auraient dû être virés les premiers, quel est leur rôle aujourd'hui alors qu'on ne parle plus que de Paul Samy et Jason Rosenfeld. Oui. Donc voilà, ça pose aussi question sur l'emboutillage qu'il peut avoir au club aujourd'hui aussi et qui peut semer le trouble aussi bien sur le sportif que sur l'extra-sportif. Est-ce que Loïc fait de la data aussi, Bernard, dis-nous tout. Alors, juste une remarque, je trouve les postes des auditeurs très, très justes et très pertinents. Alors, c'est très varié, mais je trouve que ça se sent que vous suivez bien votre club et que vous percutez bien ce qui s'y passe. Après, on rentre dans la psychologie d'entreprise, mais c'est vachement important. C'est que, alors je dis les Américains, excusez-moi, mais les Américains et les Canadiens sont des Nord-Américains. Ils ne sortent pas l'argent comme ça. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de faire des chèques. Voilà. Regardez ce qui s'est passé en banlieue stéphanoise du côté de Lyon. Quand John Textor il est arrivé, il n'a pas viré tout le monde, il n'a pas fait des chèques pour faire partir tout le monde. Ils ne fonctionnent pas du tout comme ça, les Américains, donc les Canadiens. Donc ils sont là dans une phase d'observation. Ils savaient très bien
que si vous voulez purger le vestiaire, à partir du moment où il y avait cette clause, et donc de 2 ans de contrat, il était obligé de faire des chèques. Vous faites un calcul, c'est très simple. Prenez un joueur à 50 000 euros, vous multipliez par 12, ça fait 600 000 euros, charge patronale 800 000, vous multipliez par 2. D'accord? Ça fait 1,6 million, 1,7 million. Si tu rajoutes les primes. Tu multiplies par 10, ça fait combien? C'est 17 millions d'euros. Donc à un moment, si tu veux purger ton vestiaire parce que tu n'es pas capable de les sortir, à ces tarifs-là, avec ces contrats-là, parce que les mecs, ils ne veulent pas partir, ils restent à Saint-Etienne, tu es obligé de sortir au moins 15 millions d'euros. Et ça, les Américains ne feront pas. Les Américains et les Canadiens. Donc, tu te retrouves dans cette situation qui est compliquée. Et ils n'arrivent pas, en faisant la politique de la terre brûlée, on dégage et on fume tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas là, c'est une autre culture d'entreprise, ça fonctionne différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Attention. Là, il y a une période d'observation, de latence. Mais moi, je suis absolument convaincu que ça ne durera pas toute la saison comme ça, quoi. Alors, vous vous focalisez sur le coach, et je veux bien l'entendre. Effectivement, s'il perd encore 2 matchs, le pauvre Dalloglio, il va sauter, il va payer pour tout le monde. Mais au niveau du club, et à tous les étages du club, et dans tous les services, ils sont en train de faire un audit. Et ça ne sera pas un plan social, ne vous inquiétez pas, mais ça sera la même chose. Hein. Donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas croire qu'ils vont rester là parce que Saint-Etienne est monté, ils s'embrassent tous sur la bouche et tout va bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas sorti Perrin? Parce que Loïc Perrin, c'est, comme nous l'a expliqué Ivan Gazidis, le Paolo Maldini du Forest. Vous savez que quand Gazidis est arrivé, il avait donné les mêmes fonctions à Paolo Maldini quand il est devenu président du Milan AC. Mais enfin, c'est pas un chèque en blanc. Hein. Oui, c'est pas pas non plus des rois de patience, normalement, les Nord-Américains. Non, pas du tout. Mais ils font pas tout et n'importe quoi, ça veut pas dire que rien faire. Mais ils ont de l'argent, ils ont mis de l'argent, c'est quand même un mercato historique, parce que je le rappelle, mais ils ont quand même investi 23 millions d'euros pour rebâtir une équipe. Donc là, ils ont investi, ils n'ont pas sorti des têtes pour faire partir des joueurs, plus le déficit en cours structurel du club, c'est à peu près une quinzaine de millions d'euros. Plus, il faut quand même mettre ça à leur décharge. Les droits télé qui sont confondus. Quand tu montes en Ligue 1, normalement, c'est jackpot et tu prends 30-40 millions d'euros. Vous vous rendez compte que là, c'est divisé par 3. Donc, à un moment, qui paye? C'est sûr qu'il faut poser la question, qui paye? C'est eux. Donc, ils ont payé pour rebâtir une équipe à 23 millions d'euros. Ils ont payé le déficit structurel. Ils ont payé le rachat du club. Ils vont payer l'absence des droits télé, c'est-à-dire qu'ils vont à peu près descendre, être divisés par 3. Ils vont pas en plus faire des chèques pour faire partir les gens. Mais ça veut pas dire qu'ils vont rester. Ouais, ça veut dire que ce que je lis entre les lignes, c'est que si jamais le première partie de saison patine un peu dans la smoule, comme c'est parti pour être le cas, mercato hivernal risque d'être agité. Oui, mais je pense même en interne. Je pense que dans l'automne, il va y avoir beaucoup de changements à la Saint-Etienne. Après, comme ce sont des gens du football, moi c'est ça qui m'intéresse chez eux, qui me plaît. Ce sont, que ce soit Jason Usfami ou Ivan Gazidis, ce sont des gens du football. Donc ils savent exactement comment ça marche. Le seul truc, ce que j'essaie de faire comprendre, et ce que je leur ai expliqué aussi, ce que je leur ai dit, je pense qu'ils n'ont pas saisi, c'est que il y a des spécificités françaises. Tu peux pas gérer un club de football français, et encore moins Saint-Etienne, comme une franchise américaine ou canadienne. Tu peux pas gérer l'AS Saint-Etienne comme tu gères Arsenal, c'est-à-dire à distance. Parce que Arsenal, c'est un club énorme, richissime, extrêmement bien structuré en termes de services et en termes de personnes. Saint-Etienne, c'est pas ça. Rappelez-vous que depuis le Covid, il y a énormément de matières grises. Alors, ça ne vous parle peut-être pas à vous, mais un directeur de la communication, un directeur du marketing, un service juridique, etc., ils sont tous partis. Un à Monaco, un à Lille, etc. Et donc, c'est un club qui, en termes de richesse, de matières premières, humaines, hein, je parle de compétences humaines, c'est énormément appauvri. Et je pense que ça, ils n'ont pas vraiment à appréhender en se disant, de toute façon, on peut faire des visios, on peut gérer le club à distance, parce qu'il est suffisamment structuré et pourvu en cadre d'un point de vue humain pour que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça au Milan, ça peut fonctionner comme ça à Arsenal,
Ça peut pas fonctionner comme ça à Saint-Etienne. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir de gros changements. Il y a plein de questions dans le chat, Karl. Je ne sais pas si tu les as relevées pour Bernard. Bien sûr, il y a des questions. C'est justement, on parlait de l'effectif tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur, notamment avec le départ de Petro, mais pas uniquement. C'est est-ce qu'il y a des possibilités de recruter des joueurs libres, des jokers d'ici décembre, parce que le mercato hivernal, il arrive que dans 4 mois, quoi. Donc c'est la question qui se pose. Ouais, il y a alors déjà, on rappelle le règlement. Hein. Tu peux embaucher des joueurs, des chômeurs entre guillemets, des joueurs libres. Alors de Memphis Depay en passant par Adrien Rabiot, il y en a beaucoup. Bon, ça c'est inaccessible pour la Saint-Etienne. Mais oui, tu as cette possibilité-là. Tu peux en perdre aussi d'autres. Parce que je pense que la question c'est est-ce que tu penses que ils peuvent ajuster avant le mercato d'hiver, si besoin? Non. Aïe. Non, parce que là, ils peuvent plus le faire. Si, ils peuvent prendre des joueurs libres ou un joker. Mais t'as qui en libre sur le marché qui vaut le coup? C'est ça le problème. Ouais, mais là, vous me parlez du repatinage, parce que là, ajuster, oui, à la marge, oui, d'accord, oui, on est là. Après, ça dépend ce que vous appelez ajuster. Oui, à la marge, tu peux prendre un joker et tu peux prendre des joueurs libres. Mais quand je vous cite les joueurs libres, les Adrien Rabiot, les Memphis Depay, c'est ça. Ils veulent parler d'Andy Delors, mais Andy Delors, il a signé un papier quand il s'est libéré de c'est Al-Doulaï, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une clause. C'est-à-dire que c'est 2 millions d'euros. Le problème de ces mecs, c'est qu'il faut les remettre à niveau physiquement. Donc, tu es quasiment mi-octobre, début novembre. Voilà. C'est ça. Après, je vous dis, c'est pour ça, moi, je suis un peu surpris de ce que les nouveaux propriétaires ont fait, mais je leur accorde le bénéfice du doute et de la patience, parce que, vous l'avez rappelé, mais si tu récupères un Mouefek, un Blanc, il y a eu Apia aussi qui a eu des soucis, enfin, il y a eu Tardieu, il y a eu plein de joueurs. S'il arrive pendant les 15 jours, ça va être un peu court, mais à les remettre un peu, à les remplir, comme on dit, physiquement, et que les derniers joueurs arrivent à se mettre au diapason et apportent un vrai plus, voilà. Je pense qu'un Pierre Cornu, il n'est pas encore prêt physiquement, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, et je trouve que ça s'est vu entre sa première et sa seconde période. Bon, ben, si tu arrives à remettre tout le monde au niveau, ben la machine peut se relancer et repartir. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est que le temps presse, déjà. Ouais, c'est vrai. Le temps presse. Toi, tu te dis que Odo, là, bon, Lille, ça fait peut-être encore un peu juste. Tu dis qu'il a combien de marge de manœuvre à peu près pour que ça soit. Il en a aucune. Il en avait aucune et il en a encore non plus aucune. Mais encore une fois, moi, je veux bien qu'on diabolise aujourd'hui ce que vous avez tous déifié hier, mais c'est un peu facile parce que je veux bien qu'on parle tactiquement. J'entends ce que vous dites et d'accord, il a fait un choix tactique, il a voulu recomposer la dimension offensive de son équipe, ça n'a pas fonctionné, donc tac, c'est sa faute. Je pense que l'absence de latéraux, de mettre 2 gamins à Monaco, c'est pas quelque chose qui lui est imputable. Les blessures non plus, le mercato trop tardif non plus, le choix de prospects, de gamins, parce qu'on parle de moins de 25 ans, mais enfin, ils ont tous entre 19 et 23, avec aucune expérience de la Ligue 1. Tu peux parler avec n'importe quel dirigeant, n'importe quel entraîneur de Ligue 1, il te dira, tu prends un mur. Donc le mur, on va le faire payer à de l'eau. Moi, je le veux bien. Je l'entends parce qu'il faut trouver, il faut trouver un responsable. Mais je pense que si tu laisses les clés et tu prends, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je pensais qu'ils allaient prendre. Ils ont pris Abdelhamid. Je pensais qu'ils allaient prendre un mec costaud en sentinelle, un 10 et un 9 de haut niveau. Voilà. Mais quand je vous dis de 9 de haut niveau, c'est du niveau de Béric. Je ne parle pas des mecs à 20-30 millions d'euros, mais des mecs à 10-15 millions d'euros. Qui tiennent la route. Là. Des joueurs, vous savez, quand tu fais, alors on parle de data, puisque maintenant c'est la dictature des data, mais en fait, quand tu construis une équipe,
tu essaies de t'appuyer sur un joueur qui t'assure pour te maintenir à peu près une quinzaine de buts dans la saison, plus des milieux de terrain qui sont capables de t'en mettre 3-4, c'est-à-dire tous réunis une dizaine, plus des défenseurs, etc. Tu prévois. Là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Sissoko, il va mettre 5 buts dans la saison, quoi. Mais ça, tu le sais avant, quoi. Ouais. On va continuer d'en parler un petit peu, on va s'offrir un petit peu de bonus. Je profite juste pour saluer les gens qui nous écoutent sur Active Radio, qui eux n'auront pas à la suite, puisque voilà, on doit respecter des timings. Alors si vous voulez voir ce qui se passe après, allez nous voir le replay sur YouTube, sur Twitch, et puis venez en live le lundi soir. C'est toujours beaucoup de plaisir, on échange volontiers avec vous. Pour ce qui est tu parlais de la data, Pierre, je sais pas si on en a discuté tous les deux. Toi, la data, c'est quelque chose auquel tu en es un fervent défenseur, ou tu te dis qu'on en fait peut-être trop là-dessus en ce moment? Bah écoute, moi j'aurais bien aimé, effectivement, c'est intéressant la data parce qu'il y a possibilité de trouver des joueurs qui sont pas forcément dans les radars et voilà, qui permettent de bonifier ton effectif. Après, on en a parlé quand même pendant 1 heure. La data c'est bien, mais c'est bien qu'elle soit compensée par quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus d'expérience de la Ligue 1. Donc pour moi, la data, oui, mais pas trop. Et Et je pense tu que penses c'est qu'ils sont pareil capables, pour pas mal de... Pierre, de rétropédaler s'ils se sentent, enfin, parce qu'ils ont l'air très très axés data. Est-ce que tu sens que ils voient que ok, c'est bien pour Non, pour les bénéfices, mais ça marche pas, ils peuvent de toute façon, rétropédaler? pour cette saison, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Bon, on verra au mercato, mais voilà, on fera quand même la majeure partie de la saison avec les recrues dites data. Mais je pense qu'effectivement, si c'est un échec cuisant, je pense qu'ils utiliseront toujours la data, mais ils feront quand même un peu plus attention d'équilibrer l'effectif, je pense. Après, là, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est quand même un pari qui est risqué, mais c'est un pari qui peut s'avérer très payant si par réussite, Si ça marche, si on se maintient, c'est des joueurs qui vont prendre une valeur normalement conséquente. si ça marche, on criera au génie et on devra tous faire un mea culpa. Si en mai on est 14, 13, 15, là on fera tous un mea culpa en disant qu'on s'était trompé et qu'ils avaient pris les bonnes décisions. Alors attention, c'est pas fabuleux de finir 13e ou 14e de Ligue 1, Non, mais c'est des mais joueurs qui sont censés en- progresser, donc normalement en- tu peux t'appuyer en- dessus. Bernard, pardon? t'en penses quoi de cette Et data, toi? moi, pour finir, moi, je suis pas dogmatique. Je suis pas pour ou anti-data, pas du tout. C'est juste une question d'utilisation. Si la data est une aide à la prise de décision, je suis à fond pour. Si c'est pour placer la data au cœur du projet, je suis à fond contre. Ok. Parce que la data, ce sont des chiffres et que les mecs qui jouent ne sont pas des robots, ce sont des hommes. Et que les data te diraient la capacité de passer en profondeur, de casser des lignes, d'endurance, de course, de répétition de course à faible, haute intensité, etc., etc. Maintenant, il y a une donnée que la data n'intègre pas, c'est le psyché du joueur, la psychologie, le caractère, la force mentale. Est-ce que le mec est capable de jouer en D2 en Belgique, il va être capable de se transcender ou il va être complètement asphyxié par l'ambiance de Geoffroy Guichard, parce que porter le maillot d'un tel c'est dur à porter pour certains joueurs, etc., etc. Et j'avais étudié pas mal la data avec la Saint-Gilloise, vous savez, le club de banlieue là, d'Anderlecht. Oui. Et en fait, c'était vachement intéressant parce que ils ont remonté un club que la Saint-Gilloise, c'est un club historique. Ils l'ont remonté avec un succès incroyable en D1 belge, pratiquement mené au titre de champion et tout, en se servant de la data. Mais pas seulement. C'est-à-dire ça leur a permis d'aller chercher des Thomas, là, le formidable joueur de Reims, Boniface, qui est maintenant parti en Bundesliga, etc. Mais à côté, il y avait toute une étude sur le profil psychologique et familial du joueur, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. Et vous regardez tous les joueurs qui ont pris la Saint-Gilloise, c'était tous des joueurs qui étaient en échec, le fameux Nigérian de Norvège, mais là je parle de Boniface, mais ils avaient étudié leur mentalité, leur famille, leur entourage. Ils ont presque pris, et je crois que le mot est assez juste, un détective privé pour disséquer la vie privée des mecs.
savoir avec qui ils étaient mariés, s'ils avaient des soucis de famille, des enfants, etc., 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 etc. Et en fait, quand ils se sont servis de la data et de ça, après, ils les ont rencontrés, ils leur ont fait passer des entretiens d'embauche et ils les ont cernés dans le profil purement footballistique, mais aussi humain. Et le mariage des deux a fait qu'ils ont sorti des joueurs incroyables. Et là, ils ont fait du prospect, et là, ils ont fait du trading joueur. Ils auront vendu très bien et très cher leurs joueurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Mais si tu m'expliques que un joueur de football, ce n'est que l'addition de chiffres et de stats et de performances, alors là, je suis absolument contre. Voilà. Et moi, ce que je trouve dangereux là-dedans, excuse-moi, je te coupe, Bernard, Non, pas de c'est souci. c'est que on va chercher un mec qui joue au fin fond de la Serbie, on va chercher un mec qui vient de Nouvelle-Zélande, on va chercher un mec qui vient de, qui vient d'Autriche. Bref, c'est un peu c'est un peu le mélange des cultures qui est peut-être pas évident pour faire une équipe compétitive immédiatement. Et, euh, et c'est ça aussi, pour ma part, que je trouve un petit peu risqué. Il y a la barrière de la langue, faut s'adapter à une nouvelle culture, et tout ça fait que ce n'est pas forcément évident pour performer immédiatement. Mais surtout à Saint-Etienne, hein. Parce que, Oui, souvenez-vous, dans un passé assez récent, on a voulu passer de recrutement national. La réussite du Galtier, du Saint-Etienne de Galtier, ça a été d'avoir pris des joueurs de 28 ans confirmés en Ligue 1. Alors, je pense à Jérémy Clément, Les guerriers. François Clerc. Oui, mais non, mais c'était un profil de joueurs, des mecs aguerris, connaissant parfaitement la Ligue 1, francophones, prêts tout de suite. Et ça a marché. Et souvenez-vous ce qui s'était passé quelques années après. On a décidé, sous l'impulsion de Bernard Cayasso, de pratiquer, de s'ouvrir un recrutement à l'international. Mais pour faire un recrutement à l'international, alors on est allé chercher Tanan, on est allé chercher Biric, on est allé chercher Soderlund et tout y quanti. Sauf que pour les accueillir, pour les intégrer, il faut mettre en place des structures. Il faut qu'il y ait des gens qui soient bilingues, trilingues dans les clubs. Il faut qu'il y ait des gens qui les accompagnent pour leur aider à trouver un appartement, une maison qui soit bien. Il faut que la scolarisation des enfants, etc. C'est tout un process. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dalloglio s'est adjoint les services d'Ilan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Ilan, il est un peu dans le staff et il fait office d'intégrateur des jeunes et des nouveaux au niveau professionnel. Si tu n'es pas structuré pour ça, je me rappelle quand il y avait Dominique Roto, c'était au mois de novembre, au moment de la Toussaint, là, où il faisait nuit noire, on se gelait et tout. Et tu retrouvais un soir dans un hôtel à dîner. À une table, il y avait Soderlund tout seul, moi au milieu, et au fond à droite, il y avait Selnaes. Et j'avais dit à Dominique, j'ai dit, écoute, tes joueurs, c'est ton capital, c'est ton investissement. Vous les laissez seuls, livrés à eux-mêmes. Ils vont jamais y arriver. C'est pas. Alors après, tu peux me sortir Tadan sur les datas, sur tout ce que tu veux, sur Darwin, sur les datas. D'ici un moment, il se sent pas bien dans sa peau. Oui, Il n'est pas bien intégré, il va pas y arriver. Et à Saint-Etienne, souvenez-vous, alors il y a le mythe d'Osvaldo Piazza, le plus argentin des Français, le plus foncé des Argentins, comme vous voulez, mais ce sont des exceptions. Hein. C'est compliqué d'intégrer les étrangers. On n'a pas cette Ça n'a pas culture-là beaucoup marché. à Saint-Etienne. Et non, mais parce que je vous dis, c'est la mise en place de tout un système d'accompagnement Ouais. T'as tout un autour. écosystème à faire tourner derrière, quoi. Ouais. Ah ben bien sûr, exactement. Sinon tu y arrives pas. Moi, ça me fait plaisir de après, t'avoir eu, après, Bernard, parce que maintenant je sais que c'est pas de la faute de Soderlund. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je l'ai entendu comme ça, c'est tout ce qui compte. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment, c'est ça que je ne comprenais pas avec la Saint-Etienne, c'est qu'à un moment, quand tu investis dans du capital humain, tu fais en sorte que humainement, ton investissement soit productif. Et pour qu'il soit productif et qu'il y ait un retour sur investissement, il faut que tu mettes tout en œuvre pour que les mecs soient bien et heureux. Vas-y, du Pierre. coup, Bernard, j'ose espérer que les nouveaux dirigeants qui sont eux-mêmes non Internationaux, ouais. français, j'espère et je suis presque sûr vu tout ce qu'ils ont recruté, toutes les nationalités différentes, j'espère qu'ils sont professionnalisé le club à ce niveau-là. Ils sont en train, ouais. Ouais, ils sont en train. Ok. Ouais, Faire ça pendant pas trop de temps.
Oui, parce que j'allais dire, ils ont des franchises. Tottenham, c'est franchise NBA et tout ça. C'est des structures où tu as beaucoup de nationalités différentes, quoi. Donc, Parce que Ouais, je prends l'exemple de... là-bas, tout le monde parle anglais. eh oui. C'est à Ouais, toi c'est de ce que j'allais t'intégrer. dire. Eh oui, c'est à Je toi de prends, t'intégrer. C'est pas pareil qu'en France. Et je Pierre? prends l'exemple de Ben Holt, le pauvre, j'espère il sera bien intégré parce qu'il a jamais vu l'Europe de sa vie. Il était toujours en Nouvelle-Zélande, Australie, et là il arrive sur un nouveau continent, donc j'espère C'est pas le que même voilà, ils climat, seront hein. là pour l'accompagner. C'est pas le même Ben, climat. ben, justement, il est arrivé, il est au taquet, il s'est blessé. Ouais, non, mais je veux dire, à un moment, Bah, après, c'est. Et, faut se poser les bonnes questions, les amis. Alors, est-ce que je l'ai vu beaucoup, le staff médical. Bernard, t'en penses quoi, toi, de ce staff médical? Parce que là, j'ai vu quand il a annoncé là, le groupe là, pour aller à Brest, j'ai vu beaucoup de gens retomber sur le staff médical et c'est un peu un truc redondant. Euh, dans la commune stéphanoise. Mais alors, là, ouais, mais là, je comprends pas parce que le stade médical, il répare, il soigne, il Les casse pas. préparateurs, ou les préparateurs, si tu préfères. Non, mais c'est pas, attendez, les amis, c'est pas du tout la même chose. Je veux dire, quand tu es malade et tu vas voir le médecin, c'est pas la faute du médecin si tu es malade. Tu vas voir le médecin parce que tu es malade et le médecin, il te soigne. Ok. Donc, on peut pas mettre sur le dos du staff médical le fait qu'il y ait des joueurs qui se soient blessés. Encore une fois, je citerai personne, mais il y a quand même pas mal de joueurs, quand tu te fais mal à la cuisse ou à l'épaule, c'est pas que le staff médical, c'est certainement pas le staff médical, c'est surtout aussi une question de professionnalisme que des entraîneurs appellent la préparation invisible. Voilà. D'accord. Si tu fais tout n'importe quoi dans ta vie privée, ben, à un moment, tu te fais mal à l'épaule, tu rates tes matchs, tu te claques, tu rates les entraînements, les préparations, etc. Mais, ça c'est pas la faute des médecins, Ok. certainement pas. Les préparateurs non plus, pour toi, ils sont. J'ai parlé des médecins. Oui, mais Paul, je te parle des prépas, moi, tu es du même avis ou eux, ils sont un petit peu de part de responsabilité? Je sais pas parce que les nouveaux préparateurs physiques, je les connais pas, je sais pas comment ils travaillent. Donc je vais pas leur faire des procès d'intention, loin de là. Oui, il n'y a pas eu 50 blessures depuis le début de la saison non plus. Voilà, il y a pas eu 50 blessures. Après, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui se sont arrachés en fin de saison et qui ont peut-être payé un peu le contre-coup aussi, des charges émotionnelles, physiques, et ils sont repartis. J'ai eu l'impression quand même que les préparateurs physiques sur la préparation estivale, ils ont cassé tant de joueurs que ça. il y a eu pas mal, Ouais. Vas-y, Pierre. pas mal de petits pépins quand même, mais Ouais, ouais. 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 C'est. Vas-y, Pierre. Bernard, est-ce que tu sais, à tout hasard, si des joueurs comme Ben Hall et Boakai pourraient être de retour après la trêve ou tu sais pas? Là, c'est un peu tôt pour le dire. Hein. Mais enfin, on dirait ça arrive assez vite finalement parce que oui, on est lundi, ouais, il rejoue dans 10 jours. Quoi. Hmm. On verra. Non, ce qu'il faut espérer, c'est que Dalloglio arrive à mettre en place l'équipe qui veut mettre en place. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on pourra le juger. Là, les gamins sont des côtés à Monaco, une équipe qui n'était pas très prête contre le Havre, même s'ils n'ont pas été si mauvais que ça, et une équipe complètement hybride au Havre. Je trouve que les jugements à son encontre sont un peu durs. Mais ça, c'est qu'un avis personnel, et je respecte les gens qui partagent pas mon avis. Hein. Après, on a été très négatif depuis le début de l'émission quand même sur Oui. mais c'est dommage. Hein. Mais il y a quand même eu une satisfaction. Je pense on parlait de Ben Holt qui était pour ce qu'il a montré en tout cas plutôt correct. Du moins par rapport à ce qu'on en attendait. Et on n'a pas parlé avec toi Bernard, mais Amougou qui prouve encore que le centre de formation de Saint-Étienne est quand même à un niveau largement suffisant. De performance, ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, Mathis Amougou, ça fait 2 ans que je le suis. Et c'est un joueur que j'adore. Il me fait penser, quand, dans sa qualité de passe, ça va, si vous étiez né, mais c'est les passes laser de Mvila quand il avait 20 ans. Oh, ouais. Il a cette capacité à jouer vers l'avant, se projeter vers l'avant. Alors, il a du péché, il fait des erreurs, etc. Mais c'est normal, c'est un gamin. Mais ouais, il a une vraie qualité. Voilà. Il a une vraie qualité de
de pied, une vraie qualité de passe, à se projeter vers l'avant. Il est assez mature aussi dans son jeu. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu au milieu de terrain de ce niveau-là avec Saint-Etienne. Depuis Gourna, je pense, on n'a pas eu un bon milieu comme ça. Ouais, mais même moi, je le trouve supérieur à Gourna. Oui, je le trouve plus puissant. Après tu pars avec Amougou et Mouefek au meilleur de sa forme. Ouais, ça fait un milieu de terrain 100% Made in Santé qui est très intéressant. Après, encore une fois, il faut pas tout jeter, tout brûler ou trop s'enflammer après 3 matchs. Il faut attendre. Oui. Il faut attendre. Mais c'est vrai qu'Amougou, que ce soit avec les équipes de France et avec Saint-Étienne, là, depuis le début de saison, il laisse entrevoir de belles choses. Et c'est un des derniers trucs dont je voudrais qu'on parle, après on va quand même te libérer. T'en penses quoi de la force de caractère des dirigeants qui ont, en tout cas de ce qui s'est dit, ont refusé jusqu'à, si j'ai bien lu, jusqu'à 13 millions pour Amougou, alors que c'est le genre de choses, c'est le genre d'offres qu'on aurait accepté peut-être il y a quelques années. Ça montre aussi. Je suis un peu embêté de vous parler de ça parce que j'ai pas les mêmes infos. Ah bah tu peux nous corriger. Non, je ne me permets pas de vous corriger. Chacun a ses infos et moi je ne détiens pas la science infuse sur la Saint-Etienne. Mais ce que j'en sais, c'est que effectivement Xabi Alonso avait fait de Mathis Amougou une de ses 3 priorités dans les recrues de l'été, qui est pareil. Ce qui est déjà un bon signe quand on est joueur de 18 ans. Xabi Alonso, déjà, c'est un très grand joueur, c'est un grand entraîneur, c'est quand même le champion d'Allemagne. Je ne sais pas ce que vous avez suivi. Ouais, en plus, t'as raison. Ce qu'a fait Leverkusen l'année dernière, c'est absolument incroyable. Et qu'ils le voulaient, qu'ils étaient prêts à investir jusqu'à 14 millions d'euros. Ça, c'est un fait. Enfin, c'est moins les informations que j'ai. Après, les dirigeants n'ont jamais entrouvert la porte. Jamais. Ok. Ils ont changé dans leur regard sur Amougou. Ils étaient partis dans l'idée de le prolonger, de le prêter en Ligue 2. Et après, Dalloglio qui voulait absolument le garder et l'intégrer. Alors, pour la petite histoire, il ne l'a pas fait sur la deuxième partie de saison, pour une histoire toute simple. C'est qu'il y avait quand même pléthore de milieu de terrain. Souvenez-vous, il y en avait quelques-uns, comme les Bouchoiries, machin, de temps en temps, ils partaient carrément en tribune. Et que si tu intégrais un jeune comme Amougou dans un milieu qui était déjà très fourni, tu risquais de casser la dynamique de groupe. De te mettre des Bouchoiries, des Montconduit, des Fombats. Et que donc, il avait programmé pour cette saison. Voilà. Si on avait été 10e ou 12e en mars, avril, avec plus aucun espoir de monter, il l'aurait probablement intégré. C'est ça que tu veux dire? Ouais, alors après, je parle de Dalloglio, je ne parle pas des anciens dirigeants. Parce que les anciens dirigeants, ils voulaient refaire exactement le même coup qu'ils avaient fait avec Lucas Granatua. De ce que j'en sais, ils avaient mandaté des agents pour le vendre en Bundesliga, en Allemagne. Okay. Et ils espéraient récupérer 10-15 millions d'euros, comme avec Gourna à Salzbourg. Et ça leur a évité de vendre le club et permis une fois de plus de vendre les joyaux de la couronne pour garder le trône. Mais ils ont oublié un truc, c'est que, souvenez-vous, à l'époque, Lucas Gourna, il était international espoir, notre niveau, et il avait fait une saison complète en Ligue 1. Que Gourna, il a fait une apparition en Ligue 2 et de mémoire, il a fait un match de contre Laval, c'est tout. Donc, c'est pas des prospects que tu peux vendre 10-15 millions d'euros, t'en tirer 3-4. Donc là, c'était suicider le club que de faire ça. Et ils l'ont pas pris. Et pour en finir avec cette histoire du Bayer Leverkusen, les nouveaux dirigeants étant là pour investir pas en quête de liquidité. Je rappelle quand même qu'on a fait un marché d'hiver, mercato d'été à 0 rentrée, ce qui est quand même assez rare. Ils n'avaient pas besoin d'argent, donc encore moins de vendre Amougou. Et de ce que j'en sais, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse sur la Saint-Etienne, je n'ai pas l'impression de me tromper quand même trop souvent, c'est que du coup, le Bayer Leverkusen n'a jamais fait d'offre officielle. Oui, vu que la porte était fermée. Il savait très bien qu'ils n'allaient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y aller. Hein. Oui, mais c'est peut-être trop tard. Le joueur ne voulait pas partir, apparemment. Karl, tu voulais peut-être, tant que tu auras la main, tu parleras du chat aussi. Non, juste pour juste
amender quelque chose que tu as dit, je pense, pour que ça soit bien clair. C'est pas nous qui avons dit que Leverkusen avait fait une offre, c'était non, mais je corrige, je dis juste comme ça parce que c'était Nabil Djellit et Foot Mercato, et nous, justement, on avait plutôt dit que même le joueur avait été convaincu par les échanges qu'il avait eu avec les nouveaux dirigeants et que lui, il était disposé à jouer, à rester cette saison s'il avait du temps de jeu avec les professionnels. Mais justement, Bernard, moi j'avais une question. Tu disais au début, l'idée c'était de le prêter en Ligue 2 et de le prolonger parce qu'effectivement, il est en contrat jusqu'en 2026. Est-ce que cette idée-là elle est toujours d'actualité? J'imagine que oui, parce que plus les matchs vont avancer, plus. Mais oui, les amis, mais bien sûr. Il faudrait avoir du caca dans les yeux pour pas tout faire pour prolonger à Mougou, parce que c'est 2026 ou 2027, je me rappelle. 26, je crois. 2026. 2026. Bien sûr qu'il faut le prolonger, mais là, je vous parle du mois de mai, parce qu'au mois de mai, c'est plus facile de le prolonger. Parce que là, maintenant que tu vas le prolonger, c'est un joueur qui joue en Ligue 1 maintenant. C'est pas encore un joueur de Ligue 1. C'est pas encore un joueur de Ligue 1, mais c'est un joueur qui joue en Ligue 1. Donc, il est dans un club extrêmement médiatique comme Saint-Etienne. Donc, il va être vu, revu, archi-vu, et que si tu te prolonges, ça ne sera pas au même tarot, quoi, aux mêmes sommes. Voilà. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'ont intégré les nouveaux dirigeants, et que oui, je pense que son plan de carrière, sans trahir de secret, c'est négocier une prolongation intéressante pour lui, faire une bonne saison en Ligue 1 dans son club amateur et le laisser en Ligue 1. Et après, Inch'Allah, s'il a la possibilité que le club s'y retrouve et que lui s'y retrouve de partir, ou pourquoi pas de continuer à grandir avec Saint-Etienne. Mais ça, c'est un peu la saison qui dictera la suite des choses. Mais dans son plan de carrière, c'est ça, c'est rester un an, au moins encore à Saint-Etienne, éventuellement prolonger, mais après ça, c'est des discussions, c'est de business, et voir ce qui se passera l'été prochain. Ouais. Eh ben, ça fait beaucoup d'infos. Karl, est-ce que tu veux faire un petit tour de chat avant qu'on clôture? J'ai vu beaucoup de choses. Attends, quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou pas? Ah non, je croyais que Pierre ou Bernard avaient voulu rajouter quelque chose. Écoute, non, parce que là, ça s'est un peu calmé. Évidemment que ça parlait par sa RDZ qui nous dit que Amougou a un gros volume de jeu, du coffre. Et Leïla qui nous dit espérons qu'il aura quand même une autre carrière que Mvila. C'est le meilleur Stéphanois Amougou et de loin sur ces 3 matchs. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est. Oui, alors, après, je vous trouve dur parce que allez sur la page Wikipédia et vous regardez la carrière de Mvila, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, mais tu nous accorderas que quand il y a un an, il nous dit que s'il revient en Ligue 1, c'est pour aller à Lyon, Gloops ou à Marseille, et qu'au final, tu te retrouves à Caen en Ligue 2 la saison suivante. On est d'accord. Il aurait dû, ça je suis d'accord avec vous, mais comme beaucoup, faire une bien meilleure carrière. Mais il a quand même joué dans des gros clubs. Il a quand même joué dans des gros clubs. Et après, comme on disait, c'est pas de moi, c'est tu deviens ce que tu es. Voilà, c'est qu'un joueur, c'est la somme de plein de choses. C'est qualité technique, athlétique, physique, intellectuelle, mentale, instinctive, etc., quoi. Et puis on en revient toujours sur la même chose, sur sa force de caractère, et puis son hygiène de vie. Voilà. On peut pas les gars avoir, tous les joueurs ne peuvent pas avoir une hygiène de vie irréprochable comme la nôtre. C'est pas possible. C'est vrai ça. C'est pour ça qu'on n'est pas passé pro. Hein. Ouais, d'accord, oui. Ça s'est joué qu'à ça. Non plus, hein. On n'avait peut-être pas le talent non plus. Hein. Non, c'est une question d'hygiène de vie, je suis sûr. Ou d'opportunité. Pierre, tu voulais rajouter un petit truc? Ouais, non, je voulais juste revenir sur Amougou. Je pense qu'il va aller très loin. Il faut mesurer la chance qu'on a de l'avoir. Et j'avoue que bon, je sais pas ce que ça donnera encore une fois cette saison, mais un milieu de terrain Amougou Mouefek et si Pierre est un bon joueur, ça risque d'être quand même sympa au milieu de terrain. On va finir par une touche positive, mais ce milieu de terrain, il peut être quand même assez sympathique à voir jouer, je pense. C'est ta dernière touche positive, Pierre, ça c'est ton dernier mot positif? Ouais.
Tu y crois. Bernard, toi, t'as quelque chose de positif peut-être pour clôturer cette émission? Tu y crois Non, aussi? mais moi, je suis pas. Non, mais moi, je suis pas. Encore une fois, je suis pas spécialement inquiet. Je m'attendais à ce début de saison parce qu'après avoir analysé, alors les supporters me parlaient un peu plus avec le cœur, ça je vous comprends et c'est très bien. Bon, moi, c'est mon métier, le journalisme, donc j'ai un regard un peu plus froid avec davantage peut-être de recul que vous, mais toujours aussi passionné. Mais je m'attendais à un début de saison difficile parce que comme je dit tout à l'heure, c'était parti l'année dernière avec une équipe des top 5-8 de Ligue 2, donc tu vas pas encore beaucoup améliorer. Maintenant, moi, je fais confiance aux nouveaux dirigeants, je fais confiance à la politique qu'ils ont mis en place. C'est pas un fonds de pension, c'est pas un fonds d'investissement, c'est un milliardaire, c'est quelqu'un qui a réussi dans le football, Monsieur Larry Tavemboum. Et puis, Usfami, c'est quand même des pointures d'Arsenal. Ivan Gazidis, il a réussi à Arsenal. Il a réussi remarquablement au Milan, alors qu'au début, ça a été extrêmement compliqué. Donc voilà, gardons confiance, gardons le moral, et puis je pense que le meilleur est à venir pour les Verts. On va rester. Je pense qu'il faut pas qu'on aille plus loin parce que là, on a deux choses positives de suite. C'est notre record depuis le début de saison. Donc, on va rester là-dessus. Je rappelle, Bernard, merci déjà d'avoir été là. Je rappelle que tu sors ton premier roman qui s'appelle Le Dernier Verre, qui sort avec en exergue, c'est ça Ouais, c'est édition en exergue. Ouais. C'est la même maison d'édition où j'ai pris les mémoires, l'autobiographie de Gervais Martel. À Donc, retrouver, personnage succulent. à retrouver dans toutes les boutiques. J'espère bientôt faire une dédicace sur Saint-Etienne et vous serez tous invités. Ah ça serait avec grand plaisir. Et puis en plus, On soignera notre hygiène de vie. exactement, tous ensemble, et c'est ça le plus important dans un thé, c'est les moments conviviaux qu'on passe tous ensemble. En tout cas, rassurez-vous, vous pouvez acheter largement le livre de Bernard, ça coûte moins cher qu'un abonnement d'Azone. Vous pouvez en prendre même 2 pour le prix. Donc vous pouvez y aller. Merci Karl, merci Pierre, on a largement débordé sur le timing, mais c'est tellement intéressant quand Bernard est là qu'on pourrait faire 4 heures d'émission. Merci le chat, merci à vous qui nous écoutez en podcast. Allez acheter, allez lire le livre de Bernard Lyons. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine malgré la trêve pour parler du match qui va nous attendre contre Lille. Merci à tous, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao. Salut à tous. Ciao. Ciao.